Ici, la voix de l'Amérique. Madame, Monsieur, bonsoir. Le Monde aujourd'hui, les titres de cette édition. Un nouveau pas vers la tenue des élections en RDC. Le fichier électoral a été traité, consolidé et rendu public ce vendredi par la CENI. En Afrique du Sud, Jacob Zuma s'est dit victime d'accusations politiques. Son procès pour corruption a été renvoyé au 8 juin. La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine s'intensifie. Pékin se déclare prêt à aller jusqu'au bout après de nouvelles menaces de Donald Trump. C'est un nouveau pas qui a été franchi ce vendredi dans le processus d'organisation des élections en République démocratique du Congo. Le fichier électoral qui comptait des millions de doublons a été traité, consolidé et rendu public ce vendredi par la CENI. Sur les quelques 46 millions de personnes enrôlées fin janvier dernier, la CENI ne dispose que d'un peu plus de 40 millions d'électeurs. Le calendrier électoral de la CENI continue à tenir la route, a rassuré Corneille Nangaa, son président, devant de nombreux invités, ajoutant que ces fichiers consolidés permettraient la tenue de tous les scrutins jusqu'aux élections locales. Pour analyser cette actualité, allons en Belgique retrouver Henri Désiré Nzouzi, consultant et analyste politique. Henri Désiré, bonsoir. Bonsoir, John. Quel commentaire vous inspire la publication de ces fichiers électoraux en RDC ce vendredi? Ma foi, la CENI nous a rarement habitués à tant de transparence, mais si cela permet de pouvoir faire avancer les choses et de pouvoir, je dirais, crédibiliser le processus en cours, nous ne pouvons que nous en féliciter. Mais le chemin reste bien évidemment très long car il y a de nombreuses tâches qui restent encore à faire. Il faut quand même se souvenir que depuis le 5 novembre 2017, le calendrier a été rendu public et qu'il y a un certain nombre de tâches importantes qui sont dévolues aussi bien à la CENI, au gouvernement, au Parlement, mais aussi dans les autres institutions. Alors, plusieurs observateurs pensent que c'est un pas important qui vient d'être franchi avec cette publication du fichier électoral. C'est quoi la priorité lorsqu'on sait surtout qu'il y a un débat qui reste ouvert, celui des machines à voter? Certes, ce débat reste important, mais je pense qu'il serait aussi intéressant d'ouvrir un autre débat sur l'opportunité éventuellement d'utiliser un nombre minimal de machines à voter lors du prochain scrutin en ayant par exemple un certain nombre de provinces test plutôt que de généraliser ce nouveau procédé. Mieux vaut peut-être y aller petit à petit pour ne pas, d'une part, effrayer, je dirais, les électeurs, mais surtout, éviter les suspicions, car l'on sait bien évidemment que la CENI n'est pas forcément, je dirais, exemple de tout reproche. Alors, l'actualité en RDC, c'est aussi le président Joseph Kabila qui a reçu ce vendredi en audience le haut-commissaire des Nations Unies aux réfugiés, Filippo Grandi. Kinshasa refuse toujours de participer à une conférence des donateurs à Genève le 13 avril prochain. Qu'en pensez-vous ? Je trouve que c'est assez dommage que le gouvernement puisse indexer le sort de milliers et de milliers de personnes, je dirais, à un bras de fer diplomatique. Certes, le gouvernement n'a pas du tout apprécié le fait que le pays, ou en tout cas certaines zones, aient été classées en L3, c'est-à-dire en détresse humanitaire. Par ailleurs, je note que par rapport au refus du gouvernement de participer à cette fameuse réunion des donateurs, ce n'est pas la première fois qu'un appel consolidé est lancé en faveur de la RDC pour résoudre la crise humanitaire. Merci. Je trouve que cette posture est contre-productive. Merci Henri Désiré Nzouzi, vous êtes consultant et analyste politique. Le procès de l'ancien président sud-africain Jacob Zuma, accusé de corruption dans une affaire de vente d'armes vieille de 20 ans, a été renvoyé ce vendredi au 8 juin prochain à l'issue d'une brève audience préliminaire. Les précisions avec Dili Diko.
Jacob Zuma est arrivé souriant et détendu au palais de justice de Durban. Il a pris place dans le box des accusés à peine 2 mois après avoir été contraint à démissionner. À la demande de l'accusation et de la défense, le magistrat en charge du dossier, Themba Sishi, a immédiatement renvoyé l'affaire à une date ultérieure. Conformément aux demandes de l'accusation et de la défense, l'affaire est ajournée au 8 juin 2018. Il s'agit d'une date provisoire. Les 2 accusés cités à comparaître devant cette cour sont libérés sous caution. Pardon, je veux dire libérés avec un avertissement. Monsieur Zuma est soupçonné d'avoir reçu des pots de vin du groupe français Thales dans le cadre d'un contrat d'armement de près de 4 milliards d'euros en 1999. À ses côtés, l'entreprise d'électronique et de défense est également poursuivie, mais Jacob Zuma dénonce un procès politique dont il affirme être la victime. Cette affaire a été ravivée par les politiques. Il n'y a pas de véritable politique dans la partie d'opposition. C'est de la politique de rien du tout. Ils n'ont jamais d'arguments solides au Parlement et ne gagnent jamais les débats. Ils discréditent notre démocratie. Ne semblant pas craindre le procès à venir, Jacob Zuma n'a pas hésité à pousser la chansonnette. Autre procès, autre lieu cette fois au Burkina Faso, où le procès du putsch manqué de septembre 2015, où comparaissent 84 accusés, a de nouveau été renvoyé au 9 mai. Les 14 avocats de la défense estimant le procès inévitable et renonçant à leur mission. Le retrait des avocats s'est produit parce que la justice ne veut pas d'un procès équitable dans le dossier, a déclaré Maître Christophe Birba, qui défendait 3 accusés, dont l'ancien bâtonnier Mamadou Traoré. D'autres avocats dénoncent par ailleurs de nombreuses irrégularités dans la procédure. Une nouvelle session de pourparlers pour répondre aux inquiétudes de l'Égypte sur un méga barrage que construit l'Éthiopie sur le Nil a échoué, a annoncé le ministre soudanais des Affaires étrangères. L'Égypte craint que la construction du gigantesque barrage de la Renaissance sur le Nil, entamé en 2012, n'entraîne une réduction du débit du fleuve. Plus de détails avec Irénée Herman Umbo. Les discussions ont duré plus de 17 heures, mais les représentants égyptiens, éthiopiens et soudanais n'ont malheureusement pas pu trouver un accord face aux inquiétudes de l'Égypte sur ce méga barrage que construit l'Éthiopie sur le Nil. Nous avions abordé plusieurs préoccupations, mais à la fin, nous n'avons pas pu obtenir un consensus favorable à l'adoption d'une résolution commune. Les désaccords sont de nature technique, précise le chef de la diplomatie soudanaise sans fournir d'autres précisions. Il ne donne pas non plus la date d'une éventuelle nouvelle réunion. Nous laissons à présent le problème aux soins des ministres de l'irrigation et des services techniques. Et quand il s'agira d'aborder ensemble le sujet dans son aspect politique, nous sommes prêts au regard des instructions des 3 présidents. Après s'être opposé au projet, le Soudan soutient désormais le barrage de la Renaissance sur le Nil bleu. L'Égypte craint que sa construction n'entraîne une réduction du débit du fleuve dont elle dépend à 90% pour son approvisionnement en eau. Il est censé devenir la plus grande centrale hydroélectrique d'Afrique et devait commencer à fonctionner en 2017, mais les médias éthiopiens disent que sa construction n'est achevée qu'à 60%. Herman Umbo, une nouvelle attaque au Mali. 2 casques bleus tchadiens de la MINUSMA ont été tués, 10 autres blessés hier soir dans une attaque au mortier contre leur camp à Guelok, dans le nord-est du pays. C'est ce qu'indique un communiqué de la MINUSMA, de la mission de l'ONU. Donc, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a condamné cette attaque et rappelé que les agressions visant les casques bleus peuvent constituer des crimes de guerre au regard du droit international. Par ailleurs, 4 hommes à moto ont attaqué jeudi un poste de police dans la région de Mopti, dans le centre du Mali, sans faire de victimes, selon une source policière.
Toujours dans le cadre de la lutte contre les djihadistes, cette polémique qui enfle au Ghana, où le président Nana Akufo-Addo a été contraint d'assurer dans un discours retransmis à la télévision nationale hier soir que son pays ne signera pas d'accord avec Washington pour l'instauration d'une base militaire dans son pays. Le président ghanéen au pouvoir depuis un an a néanmoins confirmé que les États-Unis et le Ghana avaient reconduit un accord de coopération militaire. Le ton monte entre la Chine et les États-Unis après de nouvelles menaces du président américain Donald Trump d'imposer 100 milliards de dollars de nouvelles taxes douanières aux importations chinoises en riposte aux mesures de rétorsion annoncées par Pékin. La Chine s'est déclarée vendredi prête à aller jusqu'au bout et quel qu'en soit le prix dans une guerre commerciale avec les États-Unis. Ce bras de fer vient renforcer un conflit commercial à l'issue incertaine. Les précisions de Blanche Sanou. Le président américain Donald Trump a décidé de faire monter la pression d'un cran en répondant du tic au tac à Pékin, même s'il ne s'agit pour l'instant que de menaces. Mais la Chine n'entend pas se laisser faire. Si les États-Unis tiennent à leurs actes d'unilatéralisme et de protectionnisme commercial, au mépris total de l'opposition de la Chine et de la communauté internationale, la Chine va réagir à tout prix. Pékin se doit de riposter absolument en prenant de nouvelles contre-mesures globales pour défendre les intérêts du pays et du peuple. Donald Trump a promulgué le 8 mars des droits de douane de 25% sur les importations américaines d'acier et de 10% sur celles d'aluminium au nom de la sécurité nationale. Il a exempté quelques pays, mais pas la Chine. Depuis, le conflit s'est accentué avec Pékin, qui a appelé vendredi l'Union européenne à agir ensemble contre le protectionnisme américain. Mais pour Washington, les dommages que subit notre économie proviennent des pratiques déloyales de la Chine. À mon avis, c'est la Chine qu'il faut blâmer. Ils font cela depuis des décennies. La perspective d'un conflit commercial inquiète les investisseurs et les cours en bourse en ont pâti ces semaines dernières. Des produits en provenance de la Chine comme le soja, les vêtements, l'électronique, les véhicules et les produits chimiques seront assujettis à des tarifs plus élevés. Malgré les tensions, l'administration Trump travaille à l'ouverture des marchés et à la réduction des barrières commerciales. Des experts ont noté qu'aucune des deux parties n'avait encore imposé des droits de douane. Tension également dans la bande de Gaza. Le torchon brûle de nouveau entre Palestiniens et Israéliens. Des affrontements ont éclaté ce 6 avril entre des manifestants des deux camps près de la barrière séparant la bande de Gaza et Israël. Bilan, 2 morts et quelques 250 blessés côté palestinien. Salwa Jafari pour les précisions. À la frontière, un rideau noir de fumée sépare les deux camps. Cela fait plusieurs jours déjà que ce mouvement de protestation a pris des allures de guerre. 21 Palestiniens ont trouvé la mort depuis le début de ces manifestations le 30 mars dernier. Les manifestants n'en sont que plus déterminés. Dans cet hôpital de fortune, les ambulances affluent de partout. Nous traitons les blessures en respectant la loi, selon ce qui nous est permis. Nous essayons de les sauver. En ce qui concerne les autres cas, nous établirons une coordination avec le Comité international de la Croix-Rouge pour sauver les gens. Des milliers de Palestiniens participent à ces nouvelles manifestations le long de la frontière entre Gaza et Israël, une semaine après des violences lors de manifestations similaires. Israël avait prévenu que les consignes de tir resteraient les mêmes que celles données le 30 mars, malgré les critiques de l'ONU et de l'Union européenne sur l'usage par l'armée israélienne de balles réelles. C'est une parodie pour le peuple palestinien que le gouvernement du Hamas encourage son peuple à attaquer Israël. Il encourage son peuple à commettre des actes de violence et à entrer sur le territoire israélien pour tuer le plus de personnes possible. C'est scandaleux et il faut arrêter maintenant. Le 30 mars, des dizaines de milliers de Palestiniens avaient afflué près de la barrière de sécurité, la plupart de manière pacifique au premier jour de la marche du retour qui doit durer 6 semaines. Ils réclament le retour des réfugiés et la fin du blocus de la bande de Gaza. Vous suivez Le Monde aujourd'hui, le journal de VOA Afrique en direct de Washington.
Merci pour votre fidélité à VOA Afrique. Les titres de cette seconde partie de l'émission. L'accès au crédit bancaire, un challenge au Kenya où les femmes ont pris le relais en créant des groupes d'épargne informels. Se mettre à la place des femmes, c'est possible. Nous le verrons avec ce policier en Ouganda. Nous irons à Kinshasa, bastion de la guitare congolaise où l'accord solo reste parfait entre la nouvelle et l'ancienne génération de musiciens. Yacouba Ouedraogo nous a rejoint dans ce studio et c'est pour nous parler de sport. Bonsoir Yacouba. Bonsoir John. Alors, on commence par le foot, début des matchs allés des barrages de la Coupe CAF. Oui, John, voyage réussi d'Al-Masri à Libreville devant le CF Mounana. Le club égyptien est reparti avec un match nul d'un but partout. À suivre demain samedi, le déplacement du Raja Casablanca en Zambie chez Zanaco. Génération Foot du Sénégal sera face à Berkane du Maroc. Et l'AS Vita Club joue la Mancha. Le WAC d'Abidjan reçoit les Équato-Guinéens du Deportivo Nifang. Mission compliquée pour l'US Songo du Mozambique devant Hilal Obed du Soudan. Les surprenants éthiopiens de Woloita Disha tenteront de poursuivre leur chevauchée face à Nyanga de la Tanzanie. L'autre club éthiopien, Saint-Georges, recevra les Congolais de Kara. Les matchs retour sont prévus les 17 et 18 avril. À l'issue de ce tour, on connaîtra les équipes qui entreront en phase de groupe de la Coupe CAF. Football toujours, encore un record battu par Mohamed Saleh. Décidément, auteur d'un but et d'une passe décisive lors de la victoire de Liverpool 3-0 contre Manchester City. En quart de finale, aller de la Ligue des Champions, Mohamed Salah est rentré un peu plus dans l'histoire du club anglais. L'attaquant égyptien est désormais à 38 buts, toutes compétitions confondues. Une performance qui lui permet d'être le meilleur buteur de Liverpool sur une saison au XXIe siècle. Devant Fernando Torres, 33 buts, et Luis Suarez, 31 buts. Blessé au cours de cette rencontre et sorti à la 52e minute, Salah est incertain pour le match retour. Et puis on va à New York où la star des arts martiaux mixtes, Conor McGregor, a été inculpé. Oui, John, la star irlandaise des combats d'arts martiaux mixtes a été inculpée pour agression et hooliganisme. Un de ses amis, Sian Conley, également irlandais, a lui aussi été inculpé pour les mêmes chefs d'accusation. Ils ont perturbé hier une réunion à laquelle ils n'étaient pas du tout conviés, la présentation d'un événement par l'UFC, le principal organisateur de combat. Et d'après TMZ TV Sport, alors que les combattants avaient pris place dans des bus, McGregor et ses compagnons ont jeté divers objets sur l'un des véhicules, brisant la vitre d'un minibus dont les éclats ont blessé l'un des combattants. Le coup de colère de l'Irlandais aurait été déclenché par l'annonce mercredi par l'UFC qu'elle allait lui retirer son titre de champion des poids légers. McGregor, star des arts martiaux, ces combats ultra violents où tous les coups, ou presque, sont permis, est devenu célèbre, on se rappelle, grâce à son combat de boxe perdu en août dernier contre l'Américain Floyd Mayweather. Il aurait reçu pour ce combat 100 millions de dollars. Beaucoup d'argent. Merci Yacouba. On vous retrouve donc lundi soir. Merci beaucoup à vous, John. Le gouvernement du Kenya a plafonné les taux d'intérêt des banques pour stimuler les prêts, mais la plupart des gens ont encore du mal à accéder au crédit. Les travailleurs à faible revenu se tournent plutôt vers des groupes d'épargne et de crédit informels, comme connu sous le nom de Chamas ou coopérative. Un groupe de femmes d'un bidonville de Nairobi a commencé un chama il y a 7 ans
et a pu créer des logements pour les membres qui vivent à la périphérie de la capitale. Un récit d'Arzuma Compaoré. Rose Odinga est une veuve de 45 ans et mère de 2 enfants. Elle a créé en 2011 une société d'épargne informelle nommée Razak qui réunit des femmes dans le but de construire des maisons décentes pour leur famille. Vous pouvez planter des légumes et du maïs à l'extérieur. Vous avez un peu d'espace pour cultiver ces choses, ce que vous n'aviez pas dans le bidonville Kibera. Située à 28 km à l'est du quartier central des affaires de Nairobi, sur un terrain de 6 hectares, la première phase du domaine de Razak comprend maintenant 136 logements pour les faibles revenus. Les femmes ont établi un partenariat avec le syndicat national des coopératives d'habitation du Kenya, un organisme regroupant plus de 800 coopératives d'habitation. Grâce à la coopérative, vous pouvez emprunter beaucoup plus facilement et à un coût beaucoup plus intéressant que lorsque vous êtes seul. Razak exige des membres d'économiser une somme forfaitaire d'environ $3 000 pour commencer la construction. Une fois que la maison lui est accordée, le membre peut emménager et rembourser le solde impayé de $10 000 par des paiements mensuels sur un équilibre de réduction pendant environ 7 ans. Les membres de Razak se réunissent 2 fois par mois pour recueillir leurs économies et discuter du projet de logement. Ce projet n'aurait pas pu décoller si nous étions allés voir une banque, car les banques sont strictes sur les remboursements. Ainsi, la coopérative travaille pour nous et octroie aussi des prêts qui équivalent jusqu'à 5 fois votre épargne. Les banques ayant resserré en 2016 les conditions de crédit pour les prêts de logement aux personnes à faible revenu sans antécédent de crédit, les Kenyans se tournent vers le crédit informel comme alternative de financement. Toujours en rapport avec les femmes, les défenseurs des droits de femmes en Ouganda ont maintenant une nouvelle alliée, la police. Du moins, c'est l'image que veut projeter l'institution dans un contexte marqué par des violations récurrentes, ce qui ne laisse pas indifférents les acteurs de la société civile. Ce récit de Gabi Dorsil nous en dit plus. Ce n'est pas votre policier habituel. Un pot d'argile sur la tête et un bébé attaché au dos, Francis Ogweng ne manque pas d'attirer l'attention alors qu'il emprunte une artère très fréquentée menant à Kampala. La scène amuse et surprend les passants. Nous voulons nous mettre un moment à la place des femmes. Certains policiers ougandais tentent de changer une mentalité vieille de plusieurs siècles. Ils veulent combattre l'inégalité entre hommes et femmes en Ouganda. Des femmes battues, des mariages précoces, des veuves déshéritées qui perdent leur propriété. Ce sont toutes des violations des droits des femmes. Et cela continue dans ce pays au nom de la culture. Si les hommes de la police ougandaise adoptent une position contre les violences faites aux femmes, ce sera un message encore plus fort pour les communautés que s'ils venaient d'un civil ordinaire. En Ouganda, plus d'un tiers des femmes sont victimes d'abus physiques ou sexuels de la part d'un partenaire intime, affirme le gouvernement. L'État interdit le mariage précoce, mais l'UNICEF relève que sur 10 filles, 4 se marient avant l'âge de 18 ans et abandonnent l'école. Tout le monde n'est pas prêt pour le changement, reconnaît Ogweng, mais certains sont déterminés à tourner le dos aux vieilles pratiques. Merci aux femmes et on ne les quitte pas totalement. C'est vendredi et comme vous le savez, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité culturelle. Eki Abadou, bienvenue dans Culture Hebdo. Bonsoir, ravi de te retrouver aujourd'hui. Alors, de quoi parle-t-on aujourd'hui dans Culture Hebdo? Alors, on va commencer avec un livre qui s'appelle « Au pied de la falaise ». Donc, ce livre, en fait, est un conte initiatique. Et dans ce conte initiatique, on est quelque part en Afrique, on ne sait pas vraiment où. Et ce qui est intriguant, c'est qu'on retrouve vraiment des aspects différents de l'Afrique. On a par exemple, on peut se retrouver quelque part au Sénégal avec une sorte de marabout qui s'appelle Stigma et qui, lui, en fait, aide l'adolescent à devenir un homme. On peut aussi penser au Ghana parce qu'à un moment donné, le héros perd son grand-père et à aucun moment il est autorisé pour lui de pleurer. Au contraire, il doit être festif au niveau de l'enterrement et ça, c'est ce qu'on peut retrouver au Ghana. Et puis on peut retrouver aussi par rapport au pays bantou cette espèce de fierté qu'on doit avoir et garder toujours cette tête haute. Et c'est ça qui est très intriguant. Tout est prétexte à vraiment des leçons de vie à travers cette BD qui s'appelle Au pied de la falaise. Et qui est son auteur, Bimoko?
Alors Baimoko, de son vrai nom, Nicolas Grand. C'est une personne qui est française, d'origine française et allemande. C'est pour ça que j'ai dit ça vraiment en dernier. Et en fait, il nous parle de son Afrique qui n'est pas tant que ça fantasmée parce qu'elle est vraiment l'Afrique de ses voisinages, vraiment l'Afrique qu'il a rencontrée à travers les différentes maisons où il a pu évoluer avec ses amis et voisins. Donc c'est vraiment quelque chose qui est imaginaire mais qui pourrait être une réalité. Et vous nous avez réservé un portrait de la semaine. De qui s'agit-il aujourd'hui? Alors, le portrait de la semaine, il s'agit de Fatoumata Diawara. C'est une artiste malienne qui est née en Côte d'Ivoire. Elle est venue à l'âge de 18 ans en métropole, en France. Et elle a eu beaucoup de chance dans sa vie parce que, mine de rien, mis à part sa voix, elle a également eu de belles rencontres. Celle avec Cheikh Tidiane Seck, qui lui a permis de faire les chœurs d'Oumou Sangaré et également de Didi Boudjouetter. Et également Rokia Traoré qui l'a poussée à jouer de la guitare parce qu'au début, elle ne jouait pas de guitare, elle chantait uniquement. Et elle disait souvent, quand on ne joue pas de guitare, souvent les hommes ne nous respectent pas. En étant capable de m'accompagner toute seule, je serais plus prise au sérieux. Et aujourd'hui, elle vient avec un album qui s'appelle donc Fenfo, qui va bientôt sortir. Et là, on va écouter un extrait du titre Téréni qui veut dire « Mon ami ». Elle appelle en fait son amour perdu à revenir. Voilà, on écoute. Voilà, on va lancer l'agenda culturel. Je crois qu'on aura le temps d'écouter ça. Oui, pas de problème. L'agenda culturel, il y en a pour tous les goûts. Il y aura du cinéma, de la mode et même de la musique. Voilà, merci Ekia d'être venue. Avec plaisir. Voilà, on est allé un peu plus tôt que prévu. Donc, sur le continent, la nouvelle génération d'artistes hip-hop ou les stars de la pop nigériane s'inspire des anciennes sonorités de la musique congolaise. La guitare solo est de retour associée au rythme dansant. Ça donne un genre en vogue chez les jeunes. À Kinshasa, bastion de la guitare congolaise, la nouvelle génération s'identifie à ce nouveau genre qui rappelle les anciennes gloires de la rumba congolaise. Un reportage de Patrick Abega. Vous avez certainement déjà écouté ces sons. Celui-ci peut-être, dans le jargon congolais, cela s'appelle du seben, la signature du rythme congolais. Une marque qui s'est répandue partout sur les continents africains. La musique congolaise a été exportée par des commerçants grecs qui en fait avaient ouvert des maisons d'édition ici à Kinshasa. Alors comme ils avaient plusieurs représentations à travers l'Afrique, déjà vers les années 60, la musique congolaise était vendue partout ailleurs, presque dans toute l'Afrique. Maintenant, c'est au tour de la nouvelle génération d'importer ces anciennes sonorités. Surtout, les sons de la guitare typique de la rumba congolaise. Pour cette génération, c'est une identité, une marque. Bref, la guitare solo ravive la fierté congolaise. Dans mon rap, je piquais deux éléments à la musique ndombolo. Il y a la guitare, mais il y a également un atalaku. Moi, j'ai grandi avec la musique des Wenge. Donc, le seben, c'est dans le sang. Des autres pays que nous respectons aussi se permettent de s'inspirer de la musique congolaise. Et quand on parle de musique congolaise, on parle de son identité qui est le seben. On ne peut pas parler de seben sans la guitare solo. Et la guitare solo est la signature même de la musique congolaise. Les artistes nigérians sont le... C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.